La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD presque hebdomadaire pour BDQV. Coucou les gens, bienvenue au One A Club, je suis One A Pied, votre animateur qui va vous guider tout au long de cette découverte de bande dessinée et tout au long de cette année si vous nous rejoignez et que vous découvrez notre émission. Une émission qui parle de bande dessinée de tous les genres car nous sommes ouverts à tout ce qui existe, même si on doit l'admettre, on lit pas beaucoup de mangas, même s'il me semble qu'un de nos animateurs nous a prévu un petit programme pour le début de l'année à venir. Mais ça ne sera pas pour cette émission. Pour rappeler un petit peu, si vous nous découvrez, comment ça fonctionne, nous sommes à chaque fois 4 chroniqueurs, nous avons chacun choisi une BD qu'au moins 2 d'entre nous ont lue, et nous donnons notre avis. Et si toutes les personnes qui ont lu la BD l'ont adorée, cette BD a un coup de cœur. Sachant que les coups de cœur sont des choses rares et fortement appréciées, qui amènent souvent des débats, des sortes de haine interne, une sorte de diffusion de mauvaise foi, parce que ça, c'est aussi notre marque de signature. Nous sommes les champions dans ce domaine. Et pour m'accompagner aujourd'hui, nous avons pour commencer Guillaume. Salut Guillaume, de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous parle d'Alice au pays des cryptos et du fait qu'il va falloir changer les règles parce qu'il a déjà prévu de coller des étoiles sur les prochains mangas. Oh là Donc là il faut là. que tout le monde ait tout lu. Voilà, j'insiste, hein, je vais faire le dictateur à la place du dictateur. La prochaine fois, tout le monde a tout lu. Oui, je l'aurais lu. Oui, je l'aurais lu. En ce qui me concerne, je vous parlerai de Replay de Jordan Mechner. On enchaînera avec Thio. De quoi tu vas nous parler, Thio ? Prima Spacia. Un tome 1 et un autre tome 1, ce sera pour Tizak. Ça sera Crénon Baudelaire. On va partir un petit peu côté littérature. Vous voyez, on est sur plein de genres. Et tu finiras tout ça en nous parlant de manga. Tu vois, d'adaptation de manga, il est anti-manga. Et il commence l'année en nous parlant d'adaptation de manga. Ah, bravo, chapeau. Tu l'avais pas vu venir celui-là. Tu l'as vu ? Si, hein, je lis les conducteurs et tout aussi. Ça, c'est dans le conducteur. Ça, c'est dans le conducteur depuis peut-être 2-3 heures. Oui, non mais ça va. Ok. Et ben, on peut tout de suite commencer. Alors, nous allons commencer en parlant de Alice au pays des cryptos de Daniel Villa Montero au scénario et de Nicolas Ballas au dessin et la couleur aux éditions du Faubourg pour 20 € ou 0,00049 bitcoins. Je t'écoute. Alors, petite mise en situation. Il se trouve que le monsieur dont j'ai oublié le nom, je suis désolé monsieur, donc l'éditeur du bouquin est passé nous voir à la librairie. Il nous a parlé du bouquin et il est passé nous voir à la librairie parce qu'il se trouve que vous l'avez rencontré à Podcast. Et donc, on a échangé un peu là-dessus. Et il m'a filé son bouquin et je dis tiens, c'est l'occasion. Ils se sont vus à Podcast et tout machin. On va parler du bouquin, d'autant que le sujet des bitcoins m'intéresse puisque en fait j'y comprends rien. Et tu as plein de thunes, tu sais pas quoi en faire. Alors, et que tu as une formation d'informaticien en plus. Si j'avais plein de thunes, je saurais quoi en faire. Hein, voilà. Et d'ailleurs, je serais pas là. Hein. Je serais vraisemblablement ailleurs. C'est bref. Non, c'est juste que justement, j'ai une formation d'informaticien. C'est ultra conceptuel pour moi ce truc. Donc je me suis dit, tiens, une BD de vulgarisation sur le sujet, pourquoi pas. Alors, c'est une BD qui va avoir le défaut des BD entre guillemets documentaires, c'est que ça peut être un peu fastidieux. Ça le vulgarise a priori pas trop mal, même si honnêtement j'ai toujours pas si bien compris que ça les bitcoins. Sincèrement, ça me passe complètement au-dessus. Je comprends pas qu'on puisse investir là-dedans parce que je trouve ça hyper, on va dire conceptuel. Et voilà, pour autant, je pense qu'il manque des bases en économie pour comprendre vraiment tout l'intérêt du truc. Et voilà, on va suivre le périple donc de Alice, qui vient d'hériter de sa grand-mère et qui ne sait pas exactement quoi faire de son argent. Et va se retrouver à investir dans les bitcoins, un peu pour se débarrasser du problème de quoi faire, comment investir son pognon, et en même temps pour le cracher un peu la gueule de son père avec qui elle est en conflit en ce moment.
Et il se trouve que, en fait, elle va s'intéresser au sujet et elle va commencer à essayer de comprendre ce qui se passe. Et sur un espèce de malentendu, elle va faire un petit schéma explicatif à quelqu'un pour vulgariser le problème. Et puis, en fait, ça va plaire. Et puis, elle va faire quelque chose sur les réseaux sociaux. Et puis finalement, elle va abandonner ses études, elle va commencer à vivre de tout ça et de toutes ces pérégrinations dans l'univers des bitcoins et NFT, donc et autres curiosités, hein, comme le sous-titre, en vulgarisant le problème pour expliquer aux gens, pour Mystifié. merci, démystifier pour les novices comme moi. Et voilà. Et on va rentrer avec elle dans cet univers-là. On va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont aller à l'encontre du truc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont se mélanger dans tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se télescopent. Les gens qui espèrent que le Bitcoin deviendra une monnaie apolitique. D'un côté et apolitique de l'autre. Voilà, et ceux qui en fait ne font que spéculer dessus. Enfin bref, il y a un peu tout qui se mélange. Moi finalement, c'est ce que j'ai un peu retiré de tout ça, c'est que au final, elle a gagné pas mal de pognon pendant un temps avant de se retrouver à avoir plus ou moins miraculeusement récupéré sa mise. Que finalement. Un peu plus. Ouais, et que finalement, est-ce que c'est pas tout le boulot qu'elle a fait autour qui lui a rapporté du pognon? Et en vrai, d'un côté on spécule, de l'autre on spécule pas. En quoi c'est si différent des monnaies qu'on a? Enfin, voilà, je suis pas beaucoup plus à l'aise avec la crypto-monnaie finalement. Voilà, voilà. Mais pour autant, c'est intéressant. Est-ce que ça vulgarise bien le problème? J'en ai l'impression, mais j'en suis pas sûr, vu que je suis toujours un peu paumé. Voilà. Mais je pense que ça vaut le coup d'œil et je pense que c'est intéressant à lire parce que oui, ça reste intéressant. Si. Je peux clairement pas dire que ce soit un bouquin d'une pédagogie, d'une didactique de dingue. Sur le sujet du NFT, il y a une planche. L'explication Bitcoin, c'est une planche. Sur un bouquin qui se veut justement un petit peu de vulgarisation sur le concept, ils sont restés beaucoup trop light sous prétexte de vouloir rester légers et accessibles. Ils sont restés beaucoup trop légers et du coup pas si accessibles parce qu'on n'a pas assez d'informations pour bien comprendre ce que c'est. On a des tenants, on a des aboutissants, mais il nous manque un peu la conception centrale du truc. C'est plein de mises en garde, c'est plein de, par le biais d'un vécu, de dire que oui, ça a des aspects positifs, oui, ça peut être, si c'est bien utilisé, un outil un peu révolutionnaire à tous les sens du terme. Révolutionnaire parce que nouveau, mais révolutionnaire aussi parce qu'on peut faire la révolution avec et créer un nouvel état ou gérer un état différemment, etc. Il y a une explication autour de la blockchain et des garanties qu'il peut y avoir autour justement pour garantir la non-spéculation à terme. Mais le à terme, il est loin. Et entre-temps, c'est de la spéculation. Et au plus on a commencé tôt, et au plus on peut spéculer largement pour gagner beaucoup d'argent. Ça veut dire que pour arriver à en gagner, il faut revendre. C'est comme la bourse. Hein. Il faut revendre à un moment donné pour récupérer de l'argent sonnant et trébuchant et donc ressortir de cette monnaie Bitcoin. Et c'est là que je trouve ça très rigolo et hyper hypocrite. C'est que c'est un truc qui a été créé pour se désolidariser des monnaies. Et en fait, les gens spéculent dessus pour récupérer des dollars ou des euros ou autre chose. Donc, voilà. Donc, ça tout à la fois, ça dit tout et son contraire, je trouve, dans ce livre. Donc, c'est un bouquin qui est intéressant, qui est finalement d'une narration relativement fluide pour le coup, parce que ça va vite à lire. On reste pas bloqué pendant des centaines de pages. Non, ça pour le coup, oui. C'est bien. C'est assez varié dans la façon dont c'est raconté. On parle de ses petits problèmes perso, on parle de ses problèmes familiaux, on parle de ce qu'elle veut faire dans les autres pays, on parle de ce qu'elle fait avec son argent. Il y a des pages pseudo-didactique sur ce que c'est un NFT, ce que c'est un Bitcoin, mais c'est tout de suite mis en application dans leurs petites histoires. Donc voilà, donc de ce point de vue-là, il y a une forme de didactisme, mais au final, effectivement, comme tu le disais, tu en ressors pas avec beaucoup plus de connaissances. Voilà. Ouais, moi j'ai ce côté, je trouve que ça parle beaucoup trop sur le côté, alors qui intéresse les gens aussi, hein, le côté spéculatif et le côté capitaliste qu'il y a autour des cryptos. Et pas assez du côté blockchain.
qui est le vrai truc révolutionnaire et intéressant dans ces technologies-là. C'est le principe de la blockchain. Oui, mais alors Euh, tu vois, moi, mm, le principe de la blockchain, donc j'ai vaguement compris le principe, puisque mm. j'ai la formation informatique qui va bien, quoi. Mais moi, il y a un truc qui m'a surpris quand même dans l'histoire des blockchains, c'est que à terme, le nombre est fini, en fait. Le nombre de bitcoins qu'on peut voir circuler est Dans cette fini. blockchain-là, moi je te Dans parle de cette... la blockchain de façon générale. Là, tu Oui, parles de la blockchain de Bitcoin, tu vois. oui, mais du Mm. coup, et c'est là que je dis, il doit me manquer des connaissances en économie. Comment tu arrives avec la blockchain Bitcoin, donc, à créer une monnaie indépendante, sachant que de toute façon, le nombre est fini? Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment tu fais une économie stable avec une monnaie qui, bah, en admettant que tu en as, que t'en as 10 milliards, il n'y aura jamais plus de 10 milliards Bitcoin? Comment tu arrives à gérer toute une économie avec ça? Et c'est là que je pense qu'il manque, tu vois, des notions en économie, ou alors c'est pas qu'il me les manque, c'est que les gens qui rêvent là-dessus rêvent pour de vrai. Ah, pour être plus précis sur mon idée, c'est qu'en fait, la blockchain peut avoir d'autres applications que l'application monétaire. Hmm. Et ces applications-là sont pas traitées, que je sache, ou très peu. Il y a vaguement Bah, un autant que je sujet. sache, ça parle que de la monétaire, quoi. Voilà. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est ça qui était intéressant. Euh, et même si je trouve l'angle d'approche de la jeune fille en discuter avec ses parents qui sont avec ce modèle un peu à l'ancienne du père râleur et de la mère protectrice, qui est un peu cliché sur les bords et qui va partir à l'étranger pour essayer de se faire une nouvelle vie et qui va... enfin, il y a une histoire qui se suit, qui est pas trop mal écrite. Je trouve voilà, qu'il y a ce côté qui est... Enfin, on sent que même si l'auteur met plein de garde-fous là-dessus, que lui, il y croit, quoi. Lui, il y croit à donf dans cette monnaie. J'ai plus de mal, moi, dans cette monnaie, mais il y a eu des tonnes d'idées d'applications, justement, pour du suivi de données, pour redonner plus que l'argent, mais aussi l'information. On a vraiment un Oui, réseau décentralisé, on a quelque chose qui, sur des usages de blockchain, justement, serait intéressant. Et pour expliquer le Bitcoin, je te recommande, si tu l'as pas vu, il y a une superbe série documentaire d'Arte qui s'appelle Le Mystère Satoshi, qui s'intéresse aux créateurs des Bitcoin qu'on ne connaît pas. On ne sait pas qui c'est. Plein de gens ont dit qu'ils étaient lui-même, mais voilà. Et qui prend ce point de vue-là pour expliquer ça et qui va en plus, et c'est ça que je trouve assez intéressant, chercher les origines culturelles autour du mouvement qu'a mené le Bitcoin et qui est super intéressant à ce niveau-là. On se rapproche un peu des idées, des cypherpunk. Voilà, si tu veux avoir une idée, tu as des mots qui font parler, que j'avais trouvé vachement intéressant. Et voilà, moi je sais que sur ce bouquin-là, je trouve que c'est un peu trop. Ouais, ça brosse un portrait un peu trop propre des bitcoins. T'as oui. l'impression que ça veut les rendre un peu trop. Ouais, ils disent oui, c'est risqué, mais bon, hein, c'est un peu comme la bourse en fait. Ouais, mais quand même. Enfin, je. Ouais, ouais. Enfin, moi, je trouve ça. De toute façon, déjà à la base, je suis pas Mm. sûr, je suis pas pour le principe de la bourse, donc. Mais enfin, je sais pas. Après, je trouve il y a quand même ce passage où, trop sûre d'elle, elle mise sur une mauvaise blockchain, Ouais. où elle se bouffe les coucougnettes, si vous voulez bien me passer l'expression. Et enfin, bon, ça reste relativement honnête, même si effectivement, en voulant le vulgariser, ça le rend peut-être un peu moins effrayant. Et, euh, et pour autant, je te dis, moi, ça m'a pas vraiment rassuré parce qu'en fait, je sors pas de là en ayant mieux compris. Euh, et ce que j'ai compris en plus, arrête pas de me Mm. conforter dans l'idée que je comprends pas comment on peut faire une monnaie stable à partir de ça. Voilà. Ok, donc c'était Alice au pays des cryptos de Daniel Villa Montero au scénario, Nicolas Ballas au dessin et à la couleur, aux éditions du Faubourg pour 20 euros. En tout cas, ça fait se poser des questions. Ça reste un bouquin pédagogique, mais je pense qu'il faut prendre un peu du recul sur le fond. Bah, c'est ça. Euh, Faut faire d'autres choses en plus de celui-là, quoi. Mais t'as un pays t'as choisi en monnaie, le Bitcoin. ils en parlent, ouais, c'est Le Venezuela, ouais, pas le mais Venezuela. ils y sont revenus, hein, ils en sont revenus. Non, ça. Ah non, non, Ouais. non, non, ils y sont toujours. Ah ouais. Bon, Enfin je bon, sais. enfin, après... Vas-y. Replay de Jordan Mechner chez Delcourt pour 29,95 €. Replay, alors Jordan Mechner, vous en avez sans doute entendu parler, c'est le créateur de Prince of Persia. Et juste avant ça, Karateka, dans les encore plus vieux jeux. Donc, Salvador. ouais. D'accord, ils y sont encore, Salvador? Ils y sont toujours. Ils y sont toujours. Donc, et qui, en gros, au niveau de
c'est un peu un ponte de l'histoire du jeu vidéo, quoi. Ces jeux ont beaucoup fait parler d'eux. Prince of Persia, je sais pas, qui n'a pas joué à Prince of Persia ici? À une version un jour de Prince of Persia? Non, personne. Ouais, on connaît tous, quoi. Mm. C'est un méga classique. Il avait fait d'autres jeux après qui étaient vachement bien, dans The Last Express, qui était vraiment bien foutu. Mais il n'a pas fait tant de jeux que ça, il a surtout bossé là-dessus. Il a aussi bossé pour le cinéma, vu qu'il était sur le scénario du film Prince of Persia. Euh, et, euh, et il fait aussi de la bande dessinée, parce qu'il est scénariste sur plusieurs bandes dessinées de fiction. Là, il est parti sur de l'autobiographie, mais qui va aussi s'intéresser à 3 générations de sa famille. Euh, Tout d'abord, ça va s'intéresser à son arrière-grand-père, qui a connu le front russe, la Première Guerre mondiale, et qui a dû fuir son pays comment, pour l'Amérique. Puis ça parle ensuite de son père, qui lui s'est retrouvé réfugié dans la France occupée en 40. Et puis ça parle de lui qui se retrouve à devoir quitter les Amériques pour aller vivre en France. Il est à Montpellier en ce moment. Voilà. Et il essaye de raconter ses histoires en simultané, de relier ça à son quotidien et à sa vie, au changement qu'il y a dans sa vie. Euh, de ses difficultés, même si bien sûr il ne compare pas les difficultés qu'ont rencontrées ses ancêtres aux siennes, qui sont tout autres, mais de ce que c'est que de devoir recommencer en fait, devoir repartir un peu, pas totalement de zéro, mais plus ou moins de zéro en tout cas pour refaire sa vie. Euh, et c'est une histoire qui est plutôt intéressante parce que je trouve qu'il arrive à bien mêler ces 3 points. Graphiquement, il a un style très très simple, une ligne très très simpliste, on va dire, un peu dans la ligne claire, qui va tout à fait dans le côté autobiographique à l'européenne. Il s'amuse à jouer sur 3 teintes de couleurs pour montrer les 3 époques, un procédé un petit peu standard, quoi. Mais franchement, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, surtout que voilà, comment est-ce que tu arrives à mêler cette histoire du gars qui est connu après la Première Guerre mondiale, de l'autre qui était gamin pendant qui était gamin pendant l'occupation en France, et de celui qui est il raconte comment il a créé ses premiers jeux, comment il en est venu à là. Comment est-ce que tu arrives à faire des liens entre ces 3 histoires-là? Euh, et étonnamment, je trouve que ça marche plutôt pas mal. C'était pour moi un très beau livre qui arrivait justement à mêler l'histoire, la grande histoire, entre guillemets, avec cette petite histoire qu'on pourrait dire, parce que l'histoire du jeu vidéo est encore considérée, je dirais, comme de la petite histoire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Thio. Euh, C'était plaisant. C'était un peu long, à mon avis. Ouais. Après, enfin, le choix, si tu veux, de l'histoire, en fait, moi j'ai trouvé un écho avec Mouse. Ouais. Et du coup, là où Mouse avait fait un parti pris justement avec justement le fait de représenter comment ça s'appelle, les juifs et les nazis avec des animaux, il y avait un parti pris, quoi. Là, c'est très, je sais pas trop le terme, c'est très classique, quoi. En fait, on suit l'histoire de toute sa famille. C'est bien, mais c'est pas non plus transcendant, parce que finalement voilà, ça m'a pas autant emballé qu'un Mouse. Voilà. Mhm. Après, le récit est intéressant. Je trouve que c'est le passage sur Pessa, sur la Pâque juive. Je trouve ça très drôle. Parce que Oui. Du coup, finalement c'est presque la fin du bouquin. Enfin, c'est pas la fin du tout même. Il y a encore quand même, je pense, une bonne centaine de pages après ça, de toute façon. Mais ça fait un lien entre tous les lieux où sa famille a vécu. Parce que l'air de rien, en fait, la famille de Mechner, ils ont fait le monde entier, quoi. Mhm. Ils ont fait, non, peut-être pas l'Asie et pas l'Afrique. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal quand même. Ti. C'était une proposition qui sort un peu des éléments classiques, dans le sens où ça mêle quand même 4 générations, ça mêle de l'historique,
on va dire, de la guerre, du nazisme, de la déportation, des petites histoires de famille, les prémices des jeux vidéo, un jeu vidéo quand même ultra culte qui a donné naissance au film, au machin, etc. Bref, et donc il y a aussi les jeux vidéo en France. C'est quand même un élément notable, on va dire, qui apparaît pas forcément partout. Et de ce point de vue-là, c'est un élément intéressant. Maintenant, ça reste quand même assez long, assez, je vais pas dire indigeste, mais quand même pas facile à digérer. Et bon, je trouve que c'est un peu comme un plat trop copieux. Voilà, il y a plein de choses intéressantes dedans, mais au final, je m'y retrouve pas et j'en ai pas retiré du plaisir par la longueur. Voilà, alors que c'est intéressant. Voilà. C'est trop long. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais j'ai envie de te dire, je suis peut-être le mieux placé d'entre vous pour parler de longueur de lecture. Ah ouais, doublement. Donc, Guillaume, tu avais une mission que tu as donnée Randall. Alors, qui est pour le coup de cœur? J'y suis pour rien, c'est Randall Flagg qui a dit que... J'ai lu. Voilà, il fallait que Guillaume abatte les gens qui étaient contre le coup de cœur. Voilà. Non, mais je comprends qu'on ait envie d'en mettre un, hein, mais je comprends aussi que personnellement, je n'ai pas envie. Mais tout à fait. Non, mais écoute, C'est moi, ton droit. tu vois, je suis gentiment, je remplis le contrat qu'on m'a confié, quoi. C'est bien. Donc, ça consiste à vous frapper, ça me fait plaisir, mais Non, mais du coup, là, tu vas frapper beaucoup de ton mandatable quand même. La moitié de l'équipe, quoi. C'est... ouais. Ok. Mhm. Mais c'est pas grave, moi, j'ai pas de Pas problème souci, avec ok, ça. non, mais ça va, je- Comme il n'a pas lu, il pouvait rien lui arriver de mal, donc c'était facile. Ok, donc c'est Ripley de Jordan Mechner chez Delcourt pour 29,95 €. Si vous voulez que l'on survive, il faut nous donner des sous pour faire un contre-contrat pour que Guillaume n'abatte pas les autres chroniqueurs. Donc, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com / la voix des bulles. Vous pourrez y rejoindre Matt Descaches, Vaughan, Warloff, Stéphane, Cobal et Boob. Le visionnage a coupé. Ouais, je sais que ça a coupé, mais on va voir techniquement ce que ça donne. C'est censé pouvoir Mais c'est reprendre. revenu. Voilà. N'hésitez pas à les rejoindre, pardon, parce qu'ils nous aident pas mal. Ça nous permet de mettre un petit peu des chiots de côté pour nous racheter des câbles quand ils tombent en vrille. En plus, là, vous avez eu les étrennes. C'est le moment d'en profiter. Lâchez vos étrennes. On a besoin d'étrennes parce qu'on aime ça, les étrennes. Hein, je veux dire, voilà. Rien de plus à ajouter. Donnez-nous des sous. On aime les étrennes, nous. Ouais. Je préfère les étrennes. Prima Spatiale, tome 1 de Denis-Pierre Filippi au scénario, Silvio Camboni au dessin et Francesco Segala à la couleur, aucun lien de parenté, je suppose, chez Vendouest pour 14,95 €. Et de quoi que ça nous parle? Eh ben, en fait, on va suivre l'histoire de Alba, une jeune fille de 17 ans qui vit sur une sorte d'astéroïde parc sécurisé, ultra sécurisé. Et elle va se faire enlever. Et on va se retrouver du coup ensuite à suivre les aventures d'un groupe de chasseurs de baleines spatiales, des créatures stellaires, on n'en sait pas encore plus, qui sont un peu dans la loose parce que forcément la pêche, c'est voilà, soit tu pêches pas. Quand tu pêches, t'es riche, quand tu pêches pas, t'es pauvre. Et donc c'est un petit L'économie de la pêche à la baleine résumée par Thio. C'est du niveau, tu le fais au fort, je le fais au fort. Et t'as dit que Chabouté, il a pas fait un bouquin sur les baleines? mais tu m'as dit que justement tu voulais un petit peu d'économie, donc j'essaie de mettre. un C'est peu sympa, d'économie. merci. Voilà. Mets des bitcoins dans les baleines. Ouais, c'est ça. Ouais, bon. Donc, ils J'ai vont pas se dit par retrouver où. donc, sur un vaisseau avec donc la flèche, avec donc plusieurs personnages, tout un équipage en fait qui va justement donc récupérer Alba. Et ils vont s'apercevoir que Alba, il y a un truc un peu chelou qui se passe avec elle quand elle croise les créatures stellaires. Je n'irai pas plus loin sur le scénario, parce qu'après sinon du coup je vais vous divulgacher, vous spoiler. Bon, je suis pas l'archiviste quoi. Donc Profitons-en, il n'est pas il là. n'est pas là, c'est un tir gratuit. Donc on retrouve quand même donc Balle perdue, mais pas pour tout le monde. C'est ça. on retrouve donc Camboni et Filippi donc dans des aventures autres que les aventures extraordinaires. C'est toujours aussi plaisant. On est passé de la Terre désormais à l'espace. Moi j'aime beaucoup toujours le dessin et leur façon de raconter des histoires. Non, ça n'a pas marché.
Ça va marcher. Leur façon de raconter des histoires. C'est un premier tome qui est agréable au regard, qui est plein d'une petite science-fiction sympa. Pour moi, c'est pas du niveau de Frontière, mais c'est pas non plus le souhait. On est plus sur peut-être un divertissement complet que c'est peut-être plus divertissant, voilà, que Frontière. Ouais, puis de toute façon, c'est un tome 1, donc il y a de la mise en place. Il y Et a la du mise coup, en place, tout à fait. Voilà. Donc on attend la suite. Mais c'est pas la peine parce que j'ai fini de parler, donc tu peux arrêter de C'est faire pas ça. quand tu reparleras. Mais non, parce que j'arrêterai de parler après. Ben voilà, moi c'est une bonne série ce Prima Spatial. J'y suis pas allé de suite, même si c'était la couverture est jolie, mais assez charmé par ce qui était proposé en tout cas. Ça me donne envie en tout cas d'aller voir la suite. Ti. Des jolis petits cailloux de poser pour un premier tome. Après, moi, j'adore graphiquement le travail qui avait été réalisé par le duo Filippi Camboni sur la partie Mickey. Et c'est vrai que du coup, j'y suis allé plus pour ce nom-là que pour Prima Spatial. Et au final, il y a plein de jolis petits cailloux de poser, de bonnes petites choses pour la suite. Il y a du mystère potentiel qui est intéressant, et notamment dans le background de certains personnages. Donc voilà, ça présume de quelque chose de sympa pour la suite. Maintenant, ça reste qu'un premier tome pour l'instant, on va pas non plus en faire des caisses tout de suite. Ben voilà, pas mieux. C'est un premier tome, ça a les défauts qu'on a dans certains premiers tomes où il y a tout un tas de choses à mettre en place, donc parfois des lenteurs. Pour autant, voilà, c'est suffisamment bien fait pour qu'on ait vraiment envie d'en apprendre plus sur ces personnages, quoi, savoir ce qui va se passer, pourquoi elle a été enlevée, parce qu'il semblerait que ce soit pas aussi évident que c'est juste la fille du consul ou de je sais plus trop quel titre il a. Bref, c'est C'est même le président du truc intergalactique, je sais plus quoi là. Voilà, je trouve ça bien parce qu'ils ont posé des bases, ils ont posé des tiroirs, ils ont commencé à ouvrir ceux qui vont bien pour titiller la curiosité, donner envie de lire la suite. Après, c'est dommage, il y a quand même certains écueils des premiers tomes, à savoir que des fois c'est un peu alors lourd, c'est trop fort, mais on sent que là, peut-être qu'on aurait aimé faire un peu d'action, mais non, il faut se poser pour mettre les informations. Donc voilà. Et après, voilà, je suis un gros fan du travail graphique de ces auteurs. Et la couleur J'adore. aussi. Ouais. Moi, je m'éclate juste à les regarder, quoi. C'est ça. Ouais, c'est super joli. Je rejoindrai un peu ce côté écueil de premier tome. Moi, j'ai une certaine crainte. C'est que je sens se faufiler certains clichés. C'est-à-dire qu'il y a des pistes qui ont été lancées, qui sentent un peu le cliché. J'espère qu'ils sauront les contourner dans la suite. Tu vois, il y a Ou les l'histoire utiliser comme il faut. Ouais, oui, c'est comme il faut. Non, tu vois l'histoire de l'oncle rebelle, machin chose. Oui. Bon, voilà, il y a un côté qui c'est pas du tout traité pour le moment. J'espère qu'ils vont réussir à l'utiliser comme il faut, justement, de façon un petit peu pas classique, quoi, pas cliché. Mais graphiquement, ça déchire. Voilà, et on va dire c'est un premier tome, mais c'est surtout un premier tome en 46 planches, ouais, un peu plus, je crois, il y en a une cinquantaine. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de place pour raconter les choses. Et puis en plus, ouais, moi, il y a un truc sur lequel j'ai un peu encore du mal sur ce genre d'histoire, c'est ce côté de l'héroïne qui a un truc particulier, qui fait qu'elle n'est pas comme les autres. Peut-être serait-elle l'élu, sait-on jamais. Tu vois, il y a un peu ce côté-là qui est encore dans les clichés. Maintenant, si c'est bien raconté, que ça nous fait une belle histoire derrière, c'est ce que j'attends. Mais je suis un peu frileux là. Tu vois, moi, j'ai tendance à être un peu frileux après ce tome 1. Je sais que je dirais le tome 2 parce que tu vas nous le passer. Et j'espère vraiment que le tome 2 va calmer ma frilosité. Faut se réchauffer. Hein. Ouais, c'est ça. Si t'es frileux, faut te réchauffer. Je vois que ça. Prima Spatial, tome 1 de Denis-Pierre Filippi, Silvio Camboni, Francesco Segala chez Vent d'Ouest pour 14,95 €. Crénon Baudelaire, le numéro 1 par Dominique Etino Gelli au scénario, au dessin et à la couleur. J'ai pas réussi à savoir qui avait fait quoi exactement dans les deux. C'est d'après Jean Telet chez Futuropolis pour 24,90 €. Moi aussi, c'est un premier tome, mais il fait pas 40 pages, il en fait 160. Donc forcément, il y a un petit peu plus de choses dedans.
n'est-ce pas Donc, comment il se la pète. Moi, mes premiers t'as tomes vu sont comment mieux il que nous le prend tien. de haut, comment il nous regarde, Ah. comment il se la raconte, alors qu'il a même pas écrit une lettre. Alors, moi, je t'explique. Tu vois, sur le bouquin, il y a marqué Baudelaire, il y a marqué Jean Telet et il y a même marqué France Inter. Ah, s'il y a écrit France Inter, ça change Voilà. tout. Moi, j'ai envie de te dire. Bon, je pourrais dire Futuropolis aussi, mais bon. Après, voilà. Je pense que ça pose Tu devrais aussi un commencer cadre. par là, en fait. Mais c'est Ouais. ça. Mais je commence par là. Non, par Mais, Futuro, je veux dire. pardon. Mais après, tu vas dire qu'on t'a coupé. Ben, je me coupe mais en tout même seul. temps, tu nous insultes et tout. Tu veux Ben, pas je suis qu'on comme te- ça. Ok, d'accord. Donc Tiens, maintenant, sans me couper. Deuxième couche. Deuxième couche, ouais. Donc, Vise Crénon l'épaule Baudelaire, gauche, c'est son point faible. le premier tome, il c'est de l'autre côté pour lui. Le premier tome s'appelle Jeanne. Et je ne parlerai pas beaucoup de Jeanne, en fait. Je vous laisserai. Non, tu me laisses tranquille. Je ne vais pas beaucoup parler de Jeanne. Je vous laisserai découvrir tout ça. Donc, c'est une fresque en 3 tomes. C'est une adaptation qui a été initiée par Jean Telet et qui fait la part belle à l'image. Déjà, dans un premier temps, à l'imaginaire, aux couleurs. Dans ces 3 tomes, eh bien, on va s'attarder sur les grandes périodes de la vie de Baudelaire, qui est sublimé, qui sont enluminés de peintures expressionnistes et des grands poèmes de Baudelaire, donc qui viennent un petit peu parsemer un petit peu tout ça. Telet montre un homme qui travaillait ses vers sans relâche, qui voulait réunir dans une même musique l'ignoble et le sublime, c'est bien réussi, et qui a changé à jamais avec Les Fleurs du Mal la poésie française. C'est quand même son œuvre majeure, et c'est de ça dont il est aussi sujet dans ce bouquin. Alors on est à la sortie de l'église, à Namur. Et Baudelaire fait une très mauvaise chute, qui le fait lâcher ce juron, Crénon, donc qui veut dire sacré nom de Dieu, en version complète. Et il ne dira plus jamais rien d'autre. Donc là, le début, c'est la fin. Nous sommes en 1867, et il ne lui reste que très peu de temps à vivre. Enfant, il ne se sent heureux que dans les jupes de sa maman, à tel point que lors du décès de son papa, eh bien, il est content. Voilà, il s'en réjouit parce qu'il se dit que désormais, la femme de sa vie ne sera plus qu'à lui et à personne d'autre. Bon, c'est une vision un petit peu enfantine de la chose, bien évidemment. Son bonheur sera de courte durée, puisque quelques mois plus tard, sa maman épouse le chef de bataillon Jacques Opic, qui, en tant que bon militaire, ne va pas vraiment s'accorder des frasques de Baudelaire. Et donc, il entend faire son éducation. Il commence par l'envoyer au lycée Louis le Grand. Bien sûr, il s'en fait renvoyer avec joie et plaisir assez rapidement. Et son beau-père l'envoie du coup sur un navire pour aller parcourir les mers, le forger, le transformer en homme, et l'envoyer à l'autre bout du monde, en Inde, je crois, ou quelque chose comme ça. À bord, bien évidemment, il évite les autres passagers comme la peste. Ce sont des marins. Lui, c'est un homme de lettres. Donc, il veut se consacrer à sa poésie. Il est persuadé que c'est cette poésie qui fera de lui quelqu'un de connu, de glorieux. Et c'est notamment à bord de ce bateau qu'il écrira l'Albatros. Il arrive quand même à s'arranger pour ne pas aller au bout du voyage. Il arrive à rentrer à Paris et de nouvelles péripéties poétiques, amoureuses et sexuelles l'attendent dans cette grande ville. Amoureuse. Amoureuse. Dans l'œil de la chèvre. Tu parlais de lui. Pardon, oui, tu parlais de lui-même. Autant pour moi. Ce qu'il est capable d'aimer. Dans l'œil de la chèvre, il y avait peut-être de l'amour quand Il y a même. peut-être un truc, ouais. Donc, Jean Telet, en tant qu'excellent conteur, a eu l'idée de décliner ce portrait audacieux en bande dessinée. Il travaille donc avec Dominique et Tino Gelli. Il voulait un dessin ample et très expressif. Il voulait un triptyque. Et donc, il souhaitait expressément la complicité donc, de son ami Dominique Gelli et voisin, accessoirement, et qui avait signé les couvertures de certains de ses romans. Jean Telet est mort en octobre 2022, donc avant la parution des tomes 2 et 3. Il a quand même vu la mise en place de ce premier tome. Il est resté 2 planches à montrer avant la fin complète du bouquin. Il avait déjà partagé le découpage des 2 futurs tomes, donc même s'il n'est pas là directement aux manettes pour les 2 suivants, il y a quand même mis sacrément sa patte. C'est ici le premier livre qui paraît après sa disparition. Les couvertures des 2 prochains volets sont déjà sur la table de travail des Gelli. Jean Telet les avait vus. Il avait pour méthode d'écrire face à la couverture de ses romans en cours. Là, ça ne sera pas le cas. Le tome 2 paraîtra en 2024, le dernier tome en 2025, donc c'est sur un rythme relativement soutenu. Ce bouquin, on l'aime, on le déteste, comme les couleurs d'ailleurs qui sont utilisées dedans. Ça peut être assez criard.
Les frasques de Baudelaire Jean Criard aussi. sont monstrueuses. C'est un personnage, on en a parlé dans une précédente émission, dans l'ombre et des lumières. C'est un personnage qui est absolument détestable, mais on arrive quand même à, parce qu'on sait le génie qu'il est, à attendre la finalité de tout ça. Et donc là, on est dans le chemin, et clairement, le chemin est sacrément chaotique. C'était un pauvre petit bonhomme quand il était garçon. En tant que jeune homme, c'est juste une sale tête de petit con, quoi. Et donc, on a juste envie de le baffer assez régulièrement. Maintenant, on sait ce que ça donne encore une fois à la fin. Et le chemin parcouru sera sans nul doute très douloureux, et je pense que la douleur sera partagée dans les bouquins. C'est pas un parcours de santé que de lire cette bande dessinée, mais c'est extrêmement intéressant, c'est bien dessiné, c'est dynamique. Les découpages, les mises en page, les propositions de présentation des poésies sont extrêmement intéressantes. Donc voilà, pour moi c'est une réussite, mais une réussite douloureuse. Ouais, moi c'est pareil, c'est le bouquin, je saurais pas le conseiller en fait, parce que j'ai été pris pendant toute la lecture entre l'envie de savoir, cette curiosité un peu malsaine, je trouve même presque, et cette envie de fermer le bouquin et de le mettre de côté pour te le rendre le plus vite possible. Parce C'est un que, salaud. en gros, tu n'as envie de garder que de lui que son œuvre, en fait. Ça te fait poser beaucoup de questions sur l'œuvre et l'auteur. Parce que si on revient dans ce débat-là, en fait, faut plus lire de Baudelaire jamais de ta vie, en fait. C'est Faut plus regarder de Gérard Depardieu non plus. Hein. Oui, c'est ça. Donc, ça rend voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant ce que ça apporte à ce débat-là en allant traiter un personnage qui, pour le coup, est le personnage, enfin le grand poète français, pas par excellence, j'ai envie de dire presque. Voilà. Moi, je suis resté vraiment assez halluciné. Je pense que on peut pas dire que ce soit un bouquin raté parce que ça a provoqué cet effet sur moi. Mais c'est l'effet que ça a provoqué sur moi qui fait que c'est un bouquin que je ne pourrais pas conseiller. Mais indirectement, je le conseille parce que je dis aux gens, mais c'est quand même bien fait. Donc, putain, merde, ça m'énerve. Voilà. Alors, je rajouterai simplement que c'est l'adaptation du roman de Jean Telet, Oui, oui. et que tout Jean Telet qu'il était, son roman n'a pas forcément fait l'unanimité non plus, parce que justement il décriait, ou en tout cas il présentait Baudelaire sous son jour le moins gracieux, ou en tout cas peut-être le plus cru et le plus naturel. Donc finalement l'adaptation en bande dessinée est assez fidèle à l'œuvre, puisqu'elle provoque au final un peu les mêmes réactions chez nous. Guillaume. Bah écoute, pareil pour moi, ça reste une réussite quoi. C'était dur, c'était fastidieux. Il est détestable, il est exécrable, en même temps il est pitoyable. Moi, il me fait pitié parce que, quand tu regardes un peu toutes ces phrases, tu te dis c'est pas possible, il est complètement brisé à l'intérieur. Il y a des codecs qui fonctionnent pas. Donc, Les codecs qui fonctionnent. mais c'est ça, il lui manque des codes quoi. Je trouve ça hyper intéressant, mais par contre, c'est vrai que c'est un sérieux. Alors, je connaissais pas très bien son œuvre. J'avais entendu que c'était quelqu'un d'un peu de plutôt torturé, et en tout cas très morbide, etc. Oui, ça c'était la version gentille, quoi. C'est ça, c'est la version soft. Il est vraiment malade, quoi. Et c'est hallucinant de le découvrir comme ça. Pourtant, je trouve ça intéressant. Bon, je peux comprendre qu'on soit vexé que notre sacro-saint Baudelaire ne soit pas un enfant de Le salaud ? Non, pardon, ça c'est vrai. non, un enfant de cœur, merci. Pour autant, je trouve ça super intéressant. Au contraire, même, ça explique un peu C'est ça. comment on en arrive à une œuvre aussi noire, aussi sombre et aussi traumatisée, quoi. Et non, enfin, moi je trouve ça bien et intéressant. Par contre, c'est vrai que c'est fastidieux à lire. Faut faire des pauses des fois quand même, parce que. C'est dense en plus. Ouais, c'est ça. Ouais, ce qui nous est imposé, c'est aussi ce qui s'impose à lui. C'est ce qu'il impose aussi à son corps. Tu vois, c'est pas simplement qu'il est méchant avec les autres ou dur avec les autres. Il est dur aussi avec lui-même. Il est dur avec son propre corps. Tu vois, à la maladie, aux produits. Et effectivement, il est totalement brisé à l'intérieur. Hein, l'usage de stupéfiants, ça part dans tous les sens. Alors en plus, il y a une forme de plus méco. de 10 gouttes. Hein. J'en mets 253 aujourd'hui.
La bouteille entière, ça passe. C'est ça, tranquille. Donc voilà, c'est un garçon qui n'a pas de limite. Et alors, il y a peut-être une forme de méconnaissance aussi à l'époque sur tout ça. Mais quand même, voilà, il n'est pas foutu de respecter quelques règles que ce soit, y compris pour sa propre santé. Tout est Dans dans l'excès. l'excès. C'est un excès. Son dépucelage. Il est dans l'excès dans sa relation aux autres, qui doit être exclusive et que dans le sens que lui a envie de choisir. Il est dans l'excès dans l'alcool, il est dans l'excès dans tous les plaisirs de la vie. Ouais. Non, en fait, je trouve ça un éclairage intéressant sur un personnage torturé et aussi un petit peu qui torture aussi finalement son entourage et la société qui l'entoure, quoi. Donc, Après, sans excès, est-ce qu'il aurait réussi à avoir une œuvre comme celle-là? Voilà, c'est le principe de l'artiste où Ouais, tu te non, poses c'est des une questions vraie question. pour arriver au bout de la démarche, au bout de l'être, il faut en souffrir pour arriver à sortir quelque chose. Et Azertov Voilà, c'est- trouve que le bleu n'est pas une couleur chaude pour lui. Le bleu des cheveux, clairement. Ouais. C'est-à-dire, là, placé où ça allait, je peux te garantir que ça devait être chaud. Mais bon, après... Ok. Non, je l'ai pas dit. On l'a entendu. C'est au casque, ça Oh, pardonne zut. pas. Oh là là. Donc, Crénon Baudelaire, une BD qu'on ne sait pas trop où placer, mais on le saura sans doute avec les tomes suivants. Sur une étagère en haut. Oui, en haut. Ouais, c'est c'est pas pas pour- clairement alors, pas à la portée voilà. des enfants. Hein. Les Genre là, enfants, est-ce que pas- vous voulez connaître ce grand poète qui était Baudelaire? alors J'ai quelque chose à pas vous proposer. même en collège, je pense que tu le mets pas Non, au CDI non plus. Voilà, Evelyne, si nous écoute. Éventuellement un lycée et encore. Hein. Oui, c'est ça. Jean Telet, il était quelqu'un de très bien. Baudelaire a fait des très jolis poèmes, mais pas ce bouquin pour le collège. Voilà. Charlie Neuf aussi. Ouais. Un œil sur. Plutôt. Et pas le chien de Mickey. L'ami. Oui, pardon, je confonds toujours. Plutôt donc une adaptation par Netflix d'un manga de Naoki Urasawa. Tu l'avais lu? Non. Tu l'avais pas lu? Ah, ça va donner un éclairage Non, non. intéressant. Non, c'est du manga, je lis pas. Voilà. Bah, je t'écoute. Mais de toute façon, tu sais pas lire. Donc, J'ai jamais compris dans quel sens ça se prenait. Alors. Donc Pluto est un manga de Naoki Urasawa sous la direction de Makoto Tezuka, fils de Monsieur Tezuka, et assisté de Takashi Nagasaki. Bon, je donne toutes les infos comme ça c'est fait. Et donc Osamu Tezuka, c'est son œuvre, c'est son bébé. Et Urasawa en a fait donc une adaptation. Ça a été prépublié entre 2003 et 2009 dans la revue Big Comic Original. Ça a été compilé ensuite en 8 volumes. Et donc, comme par hasard, dans l'animé, on est aussi en 8 épisodes. Une édition de luxe de 8 tomes est également sortie au Japon, comporte de nouvelles couvertures, différents bonus, gna 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 gna. La version française est publiée aux éditions Kana dans son intégralité dans la collection Big Kana. Donc voilà, vous avez et toutes les informations des techniques. super. On a eu, je crois qu'ils sont plus dispo, mais on a eu des super coffrets aussi. Ah Et ils reviennent régulièrement. Et vous pouvez écouter toutes nos chroniques sur cette bande dessinée dans plein de nos émissions. J'ai oublié les numéros. Donc cette série est une adaptation dans un style alors plus polar, policier, thriller de l'arc narratif qui s'intitulait Le robot le plus fort du monde, de manga sur le petit robot de Tezuka. Et Urasawa traite cette histoire sous l'angle d'un autre personnage gastro, on s'en extrait, de Gesicht, qui est un détective robot, l'un des robots les plus forts du monde, qui enquête sur les meurtres liés à plusieurs robots et à certains êtres humains. Côté dessin animé, donc l'adaptation en animé avait été annoncée en 2017 au Festival d'animation d'Annecy. Après 6 longues années d'attente, la promesse n'est pas restée au fin fond d'un carton, comme ça peut souvent arriver. Et donc Netflix nous la propose depuis la fin du mois d'octobre. Alors, au niveau du pitch, nous sommes dans le monde futuriste de Tezuka. La société voit les êtres humains partager leur vie quotidienne avec des robots qui leur ressemblent vraiment très étrangement. Ces robots vivent, pensent, agissent, vont à l'école, font des enquêtes, sont secrétaires, chauffeurs de taxi, bref, ils ont une vraie vie. Et il y a même un code de loi qui régit la vie des robots, comme le fait qu'il est absolument interdit de tuer le moindre être humain. Bien sûr, ça arrive. L'inspecteur Gesicht d'Europol est un robot un peu fatigué, un peu au bout du rouleau, déprimé, et qui se voit confier une nouvelle enquête, découvrir qui et pourquoi on assassine l'un après l'autre les robots les plus puissants de la planète. Donc ça commence par Mont Blanc, et puis on a... j'ai oublié les noms des autres petits camarades là qui se font des canilles au fur et à mesure. Bon, bref, Atlas. ce sont... non.
Hercule. Il y en a un avec un numéro aussi. Bref, ça me reviendra. Donc, toujours est-il que... non, c'est pas elle. Toujours est-il que ces robots qui sont les robots les plus forts du monde finissent quand même par se faire dézinguer, y compris Astro. Donc là, on est vraiment sur quand même un vrai grand et beau mystère. Alors, on est toujours dans une forme d'onirisme. Il y a toujours un propos sociologique, un propos sur l'avenir de l'homme, sur la place du robot et de l'homme. Est-ce que l'être humain est vraiment meilleur que l'homme? Est-ce que le robot peut mettre en danger les humains? Quel est l'avenir de la planète, l'écologie, etc. Donc, il y a énormément de thématiques qui sont abordées dans tout ça. En dépit du fait que le héros n'est pas Astro, la présence de Gesicht, c'est vraiment, je trouve, un élément intéressant. Ça donne un point de vue extérieur à l'univers complet de Tezuka. Et on se régale du traitement graphique, on se régale d'être dans un univers un petit peu connu, mais pour autant, ça apporte une lumière, une présentation, une couleur qui sont radicalement différentes de ce que l'on connaît dans Astro ou de ce que l'on retrouve dans... Ah ben voilà, forcément, le nom m'échappe. La BD qu'on lit en ce moment, qui est dans... Team Phoenix, voilà. Donc on est dans une présentation qui est radicalement différente. 8 épisodes d'environ 1 heure à peu près, certains un poil plus, certains un poil moins. Pas tous de la même qualité, ou en tout cas pas tous de la même densité, mais sur 8 tomes, on pardonne même quelques lenteurs. Voilà, on n'est pas sur du 250 épisodes pour arriver au bout. Et donc au final, ça reste un excellent moment à passer. La fin est assez finement menée au final. On a énormément de personnages, donc ça aurait pu être un problème. Il y a énormément de nœuds, énormément d'intrigues potentielles, et au final, on arrive quand même à s'en sortir. Et il paraît que c'est quand même ce qui avait été quand même pas mal reproché à 20th Century Box et Monster, que les sur ces séries. Des reproches sur série? Oui, il y en a eu des reproches sur série. Notamment sur le même présente ces gens-là, on va discuter. Notamment sur les fins qui paraît-il, était brouillonne ou bâclée. Voilà. Pas tous. C'était les avis de Matt Manga, mais voilà, n'engageait que lui. Bref, toujours est-il que ici, c'est pas le cas, et on a une fin qui, à mon sens, en tout cas, est plutôt bien foutue. Le dessin, l'animation, les doublages en français également sont de très bonne facture. En résumé, merci pour cette diffusion. Et il n'est pas même impossible que je me retape en réalité 3e diffusion, parce que parfois je me suis endormi quand même à mon habitude dans la diffusion, donc je me suis refait une 2e diffusion déjà, donc il y aura peut-être une 3e Tu ne veux pas lire les mangas, je les ai... Et non. Parce qu'ils sont bien. Hein. Ouais, mais c'est bien la télé. On a parlé on a parlé du premier tome de Pluto dans le One A Club numéro 3, et nous avons parlé du dernier tome de Pluto dans le One A Club numéro 38. C'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps. Bah ouais, moi cette série me donnait pas mal envie, et tu m'en donnes encore plus envie, parce que si ça a réussi à te convaincre, c'est que quelque part c'était plutôt pas mal. Et donc Pluto, donc vous pouvez retrouver sur Netflix. Moi en tout cas, ça me fait très envie. Un œil sûr. Si j'appuie sur les mauvais boutons, ça donne de la merde. C'était pas maintenant. Alors, refais Voilà. un œil sûr. On refait un œil sûr. Alors un œil sur quoi Sur Dingo. Sur Dingo. Alors Dingo, ce n'est pas le chien de Mickey, C'est l'ami. Mickey. C'est l'ami. On a une série Netflix qui est en prévision pour 2037. Ah, c'est pas sur Disney+. Non, ils ont perdu les droits. Ils ont parce perdu qu'ils les ont les droits revendus à depuis, Sony, Disney qui a les a été, revendus ensuite à c'est ça. Paramount, qui en fait a fait un lien avec HBO. Là, c'est France 3. Et ouais, ça va être une série live en fait sur Dingo. Ok. C'est Live, très un intéressant. live action Dingo, ça peut envoyer quand même. Live Ouais. action Mais Dingo. c'est qui Je suis preneur, hein. C'est Depardieu qui va le jouer. Ah non, alors un grand maigre avec des grandes oreilles, le prince Charles était pris. Ouais, c'est ça. Il est un peu trop vieux. Ouais, ça peut être la fin de Pas Dingo. assez tu vois. sautillant, Merci. mais suffisamment teubé. Ah, il sautille quand même, Prince À Charles. côté teubé marche. Hein. Ouais. Merci les amis de m'avoir supporté pendant ces 3 enregistrements, et ce dernier enregistrement, il se fait tard. Nous sommes le 1er janvier si vous nous écoutez, Je fais mais froid aussi. en fait non. Il va nous falloir aller nous reposer. Nous avons été ravis d'échanger Oui, avec vous Randall, autour de la c'était bande plutôt pas dessinée. mal. Voilà. Et Il y en a plein. oui, des blagues, on en a des tonnes, mais qu'est-ce que
voilà. En tout cas, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur lavoidesbulles.fr, sur les réseaux sociaux. Je suis La Voix des Bulles ou One Pied pour avoir des news sur tout ce qui va sortir. Thio, c'est la galerie de Mathieu sur Instagram. Mieux vaut voir plus tôt ou tard que plus voir trop tôt. Voilà. Hein Si on l'aime bien, si vous voulez de ses nouvelles, vous nous demandez, on vous en donne. Vous m'envoyez un pigeon. Voilà. Et Guillaume, vous allez à la BDRI à Aix-en-Provence. Si Parce que possible, vous avez farcir les le étrennes et qu'il faut les dépenser. Hein Oui, deux venez caillots dépenser vos autour. étrennes. Voilà. Vous Belle avez des paire de bouquins à couilles. échanger aussi. Non, venez dépenser vos étrennes. Ciao, ciao, merci à tous, une bonne année à tout le monde et on se retrouve très bientôt pour une Bonne nouvelle année. émission. Bonne année. En 2024.